Bonjour à toutes et à tous. C'est un plaisir pour moi de vous retrouver sur cet épisode de Parlez-vous numérique, le podcast qui vous permet de découvrir l'écosystème du numérique au Bénin. Je suis Francisca Dossoa Adipétan et pour ce numéro, je vous emmène à la découverte d'un acteur stratégique, discret et incontestablement efficace, la CIN. Entendez l'Agence des systèmes d'information et du numérique. Cette agence a été créée il y a un peu plus de 3 ans maintenant et aujourd'hui, elle est au centre de la modernisation de l'administration béninoise et de l'amélioration des services publics au Bénin. Aujourd'hui, j'ai le plaisir et même l'honneur d'accueillir ici même sur ce plateau le directeur général de l'Agence des systèmes d'information et du numérique, Monsieur Marc-André Loco. Bonjour. Bonjour Francisca. Bienvenue sur le plateau de Parlez-vous numérique. Merci bien, je suis très heureux d'être avec vous. C'est un plaisir également pour nous de vous accueillir. Et je sens que nous allons passer un bon moment ensemble. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, j'ai une petite entrée en matière pour vous. Quel est l'animal ou l'objet du quotidien qui pourrait décrire la CIN? C'est assez intriguant comme question, je ne m'y attendais pas. Mais c'est vrai que récemment, dans un événement, j'ai comparé la CIN à une pieuvre. Je disais en tout cas à l'auditoire que la CIN, l'Agence des systèmes d'information et du numérique, était comme une pieuvre qui s'est déployée dans toute l'administration béninoise. Elle n'est pas visible, mais elle est là pour accompagner vraiment toutes les structures publiques, les agences, les institutions, pour s'assurer que leur transformation digitale sera un succès, pour l'intérêt évidemment des Béninois et des citoyens et des entreprises béninoises. Très bien, ça nous permet de passer à la question suivante, qui est directement celle qui nous permet d'en savoir plus sur la mission de la CIN. Beaucoup entendent parler de l'Agence des systèmes d'information du numérique, mais il faut avouer que très peu savent en parler. Alors, est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur cette agence? Quelle est sa mission? Alors, est-ce qu'elle doit être vraiment connue? Je ne sais pas. Puisque son rôle premier est d'exécuter les projets prioritaires du gouvernement béninois en matière de numérique. Mais comme elle a une mission essentielle d'accompagner toutes les structures publiques, finalement, ce qui importe pour nous, c'est que nos bénéficiaires, donc tous ces partenaires-là, que ce soit, je disais tout à l'heure, les administrations, que ce soit les institutions, les ministères, les mairies, les préfectures, que finalement, les citoyens qui interagissent avec ces entités-là soient satisfaits des prestations de services. Si ces citoyens sont satisfaits, cela veut dire que nous avons bien fait notre travail. Même si les citoyens et les entreprises n'ont pas vu la CIN est toujours cachée quelque part derrière. Je vous donne un exemple très simple. Quand je paye ma facture en ligne, SBE ou la SONEB ou d'autres services qui sont rendus en ligne et qui a tout bas, sur le reçu, je vois service supporté par la CIN. Je pense que très peu de gens le lisent. Ce qui les intéresse, c'est est-ce que la SBE a rendu le service comme il faut. Ce qui les intéresse, c'est est-ce que quand ils vont faire leur visite technique au Centre national de sécurité routière, est-ce qu'on s'est bien occupé d'eux? Est-ce qu'ils ont eu leur attestation en ligne dans le temps qu'il faut? Donc à la fin de la journée, ce qui nous importe, c'est que le service soit correctement rendu. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur la place de la CIN dans tout le dispositif étatique quand on parle justement de cet écosystème du numérique? Comment la CIN se fait sa place dans ce dispositif? On est une agence un peu particulière parce que quand vous regardez d'autres pays du continent africain, vous avez plusieurs agences dans le secteur du numérique. Le Bénin a fait le choix d'avoir une seule agence qui englobe vraiment toutes les prérogatives. Donc on va retrouver la CIN, comme je le disais tout à l'heure, quand vous accédez à des services en ligne, quand vous avez besoin d'interagir avec des structures publiques, quand par exemple vous avez besoin d'avoir votre casier judiciaire, vous passez par le portail national des services publics. Quand vous êtes par exemple un étudiant et que, comme récemment, vous devez consulter vos résultats du bac ou du brevet, vous êtes très content d'aller sur les résultats. Mais derrière, ce sont les services de la CIN qui travaillent. Mais de la même manière, nous ne sommes pas uniquement sur le portail national des services publics. Nous sommes également en charge de beaucoup de projets sur tout le territoire national.
Nous déployons par exemple des salles numériques dans les écoles, dans les lycées, dans les collèges, pour permettre aux collégiens, aux jeunes béninois de pouvoir profiter de ces infrastructures-là pour se développer dans le numérique. Nous déployons par exemple ce qu'on appelle des points numériques communautaires dans des localités où il est difficile d'avoir accès à l'outil informatique. Oui. Donc, nous installons ces petites unités-là, parfois dans des préfabriqués, et avec quelques centaines de francs, vous pouvez accéder à de la connectivité, à de l'Internet, par exemple. Donc, tout cela participe à l'aménagement numérique du territoire. Et dans le même temps, nous sommes également responsables de grands projets, comme déployer la fibre optique, par exemple, sur tout le territoire national, parce que tout le monde est content d'avoir son mobile, de téléphoner avec les opérateurs, les 3 qui sont connus. Mais derrière, tout cela ont besoin d'un réseau, ce qu'on appelle un réseau très haut débit, à base de la fibre optique. Et nous sommes également en charge d'accompagner la mise en œuvre de ces projets-là. Et enfin, un point, je dirais très important, j'espère qu'on va y revenir tout à l'heure, c'est tout ce qui concerne, je dirais, la sécurité numérique. Parce que quand il n'y a pas la confiance numérique, on ne peut pas utiliser l'outil de manière sereine. Les gens se posent la question de savoir est-ce que je ne suis pas victime, par exemple, de cybercriminalité. Ils se posent des questions par rapport aux différents risques. Derrière, nous avons des équipes qui sont des ingénieurs, des analystes en cybersécurité et qui font la veille. Donc, c'est la petite armée, finalement, qui va surveiller tout notre écosystème, notre cyberespace, pour s'assurer que vous travaillez dans des conditions sereines, en tout cas pour ceux qui sont des travailleurs ou des professionnels, ou pour toute personne qui l'utilise à des fins personnelles ou ludiques. De la même manière, ils peuvent être sereins en se disant, quand je suis au Bénin, quand j'utilise les services numériques, je peux le faire de manière confortable et sereine. Très bien. Donc, vous venez de parler de quelques projets de l'ACI. Vous avez parlé, bien sûr, de confiance numérique. On y reviendra. D'accord. Mais parmi tous ces projets dont l'ACI a la responsabilité en termes de mise en œuvre, quels sont les projets les plus percutants ou ceux qui vous ont le plus marqué ou en termes d'impact? Quels sont ces projets-là dont vous pouvez nous parler un peu plus en détail? Alors, je vais vous en citer 3 ou 4. Très brièvement, parce qu'il y en a énormément au final. J'imagine. Je vais commencer par le réseau béninois d'éducation et de recherche, parce qu'à l'heure où je vous parle, nous avons 10 sites universitaires où nous avons déployé de la connectivité dans les bâtiments. Par exemple, quand vous allez à l'université de Parakou, nous avons déployé de la connectivité haut débit sur tout le campus. Quand vous allez à Nati Tengou, à l'ENS, nous avons fait la même chose. Et nous avons continué ainsi à l'UNSTIM à Boïcon, pour ceux qui connaissent, c'est l'Université nationale des techniques et en tout cas en charge de tout ce qui est scientifique, donc les maths principalement. Nous avons fait la même chose à Lokossa, nous l'avons fait à l'INSI de Lokossa, nous l'avons déployé également à l'ENEAM, d'accord. L'IMSP de Dangbo également, vous êtes bien informés. À Hawaï, à côté de Ketu, à l'Université nationale d'agronomie et évidemment à l'UAC. Mais nous n'avons pas encore terminé l'UAC, nous allons le terminer cette année. Donc notre objectif à la fin de l'année, c'est que nous ayons près de 80 000 étudiants quand ils arrivent sur les campus. Mais également, pas seulement les étudiants, mais le personnel enseignant, également le personnel administratif, que dans leur activité au quotidien, ils puissent bénéficier d'une connectivité de qualité. Donc pour moi, c'est impactant parce que ça touche à des jeunes étudiants qui ont besoin de cela. C'est un outil qui est indispensable maintenant au quotidien pour pouvoir avancer normalement et pouvoir suivre sa formation de manière efficace, si je puis dire. Il y a un deuxième projet qui, cette fois-ci, la cible n'est pas les étudiants ou le personnel enseignant, c'est plutôt les collectivités locales. Nous avons déployé de la gestion électronique de courrier. Okay. Donc, pour faire simple, c'est, une plateforme que nous avons déployée dans déjà 25 mairies sur les 77. Et l'idée est très simple. C'est de permettre que le secrétaire exécutif de la mairie, le maire et tout le personnel puissent continuer à travailler même quand ils ne sont pas sur site. Jusque-là, vous avez besoin d'un acte. Vous arrivez à la mairie où on va vous dire « Ah, le maire n'est pas là. » Revenez dans une semaine. Voilà, le FCE n'est pas là et donc vous devez attendre. Aujourd'hui, si le maire de Sakété ou le maire de Niki ou la secrétaire exécutive de Waké est en mission à Cotonou, elle a son application, elle voit tous les courriers qui arrivent, elle peut les traiter, elle peut les affecter
De la même manière, s'il y a des courriers à signer, elle peut les signer quel que soit l'endroit où elle se trouve. Et donc, il n'y a plus de discontinuité, en fait, au quotidien. On est sûr que le service est constamment rendu et que finalement, le citoyen, il est content et il est satisfait des services de la mairie. La CIN est derrière, une fois de plus, on ne voit jamais la CIN, mais on voit le maire, on voit le secrétaire exécutif et l'essentiel, c'est la satisfaction finalement du citoyen ou de l'entreprise qui avait besoin de son acte. Et plus de célérité de l'administration. Célérité, efficacité également. Et je crois que comme ça, tout le monde est content, si je peux utiliser cette expression-là. De la même manière, vous savez, on a également travaillé sur quelques projets, je dirais, très impactants. Et c'est pour moi la base. C'est l'extension de la connectivité mobile. C'est vrai que les opérateurs mobiles, ils ont comme mission première de couvrir tout le territoire national. Mais il y a toujours des zones qui sont difficiles à couvrir pour plein de raisons. Vous avez des localités, par exemple, il n'y a que 2000 habitants. C'est très compliqué en termes d'investissement, d'avoir la rentabilité nécessaire. Et donc, ce que nous faisons à travers des ressources, les ressources issues d'un fonds de service universel, nous venons derrière faire des projets où, à travers ces fonds-là, nous venons déployer la connectivité. Dans ces zones. Absolument. Nous l'avons fait déjà dans des dizaines et dizaines de localités, notamment dans les collines, également dans le nord du Bénin. Même s'il y a encore des zones, attention, il y a des zones dans le Mono, dans le Koufo, qu'on ignore, mais qui ne sont pas complètement couvertes encore. Je pense qu'on s'en rend bien compte. Quand on prend un certain trajet, il y a quelques lignes du réseau qui se perdent en chemin. Oui. Les axes routiers. C'est vrai qu'il y a un gros effort à faire encore sur les axes routiers. Donc, nous avons, par exemple, cette année, nous avons 63 localités. Ça représente à peu près 80 000 Béninois qui n'ont jamais eu de connectivité. Wow, c'est énorme. Et donc, cela veut dire qu'ils ne peuvent pas avoir des appels, tout simplement. Ils sont obligés de faire 5, 10, 15 kilomètres pour pouvoir recevoir des appels. Donc, nous en avons 80 000 cette année qui vont pouvoir bénéficier d'une connectivité. Et ce qui est intéressant là-dedans, ce n'est pas seulement de réduire cette fracture numérique. C'est que de facto, même si ce n'est pas un smartphone, c'est un simple mobile, il peut déjà accéder au service de mobile money dans la foulée. Donc, non seulement ça permet de réduire la fracture numérique, mais en même temps, on vient les intégrer, on favorise l'inclusion financière quelque part à travers des services de mobile money qui leur sont également accessibles. Très bien. Donc, on le voit bien, la CIN œuvre au niveau des infrastructures numériques pour approcher les services des citoyens. Comment est-ce que cela se matérialise? Bon, alors, il y a différentes manières d'essayer d'évaluer l'impact de ce que nous faisons. Par exemple, quand nous déployons de la fibre optique sur le territoire national, avant même de finir le déploiement, parce que ce que le gouvernement nous a demandé, à nous, mais également à la Société béninoise d'infrastructures numériques, c'est que chaque commune ait ce qu'on appelle un point de présence. C'est un peu comme si je fais l'analogie, vous voyez, avec un réseau ferré. Si vous avez un train qui traverse le Bénin ou un territoire, et s'il n'y a pas de gare, c'est comme si le train ne passait pas, en fait, en réalité. Donc jusque-là, on avait de la fibre dans pas mal d'endroits, mais il n'y avait pas de point de présence pour pouvoir adresser la zone. Donc, c'est comme si nous avions déployé des gares, et à partir de là, on vient raccorder les populations, ou en tout cas ceux qui ont les moyens ou qui veulent avoir de ces services-là. Donc, nous avons, sur les 77 communes, alors je vous parle, on a déjà 72 communes avec des points de présence. Mais pendant ces projets-là, ce qui est intéressant, c'est que ça vient, en tout cas sur la période, favoriser de l'emploi. Donc, vous avez des profils, par exemple, qui ne sont peut-être pas formés, donc qui sont des emplois faibles, je dirais, en termes de faible niveau, en termes d'éducation. Et donc, pour faire la fibre, il faut des tranchées, il y a des travaux manuels qui doivent se faire. Donc, tout le long, finalement, on vient recruter des personnes qui sont dans les localités concernées et qui vont œuvrer et participer à construire l'infrastructure. Donc, ce n'est pas juste à la fin de constater les services, mais pendant le projet, vous allez avoir de la main-d'œuvre qui va pouvoir trouver de l'emploi, même si c'est temporairement durant la phase projet. Et de la même manière, tout autour, dès que vous avez des projets, vous avez toujours un peu d'économie. Vous savez, la bonne dame qui vend, elle va vendre aux personnes qui sont là.
Celle qui vend de l'arachide, elle va venir vendre aux personnes. Donc, en fait, c'est ça l'économie au final. Donc, souvent, on parle de l'économie numérique. C'est un exemple vraiment tangible. Et c'est ce qu'on voit quand on voit les projets de route, par exemple, c'est la même chose. Vous avez des gens qui n'auraient jamais été dans ces endroits-là. Par exemple, nous avons déployé la fibre entre Savalou et Bassila jusqu'à Djougou. C'est une zone où, a priori, il y a peut-être pas beaucoup d'affluence. Ce sont des grands espaces. Mais durant la phase de projet, vous générez une vie économique durant cette période-là. Absolument. Avec de l'emploi, avec des gens qui achètent, des gens qui vendent, et ça dynamise durant cette période-là. C'est pour ça que de toutes les manières, il faut continuer à investir massivement, et c'est pour cela qu'on investit beaucoup dans les projets d'infrastructure, parce que ça emploie beaucoup de monde. Tout à l'heure, quand je parlais du réseau béninois d'éducation et de recherche, c'est la même chose. Il faut câbler, il faut des personnes, donc il y a différents métiers qu'on sollicite, et tout cela vient animer et stimuler quelque part l'économie numérique à l'échelle du pays. J'aurais pu également parler, par exemple, de l'école des métiers du numérique. Pourquoi je vous en parle? Parce qu'en fait, il faut raisonner en termes de chaîne de valeur. Il y a encore 4 ans, quand nous faisions des projets de déploiement de fibres, par exemple, c'était des entreprises essentiellement étrangères. Souvent, beaucoup d'entreprises étrangères qui venaient avec la main-d'œuvre. Mais quand le gouvernement a poussé pour qu'on mette en place l'école des métiers du numérique, cela a permis de former massivement. Donc, pratiquement tous les 6 mois, vous avez des nouvelles cohortes à l'école des métiers du numérique, qui sont formés sur les métiers de la fibre, par exemple. Et donc, quand des projets comme ça arrivent, tout de suite, on a la main-d'œuvre. Donc, on n'est plus là seulement à investir avec des équipements qui viennent de l'étranger, avec de la main-d'œuvre qui vient de l'étranger. On investit, mais on vient faire ce qu'on appelle une intégration verticale. Donc, non seulement on a investi, mais en plus, on a utilisé de la main-d'œuvre locale. En plus, qui a été formée avec une école qui a été construite, donc qui est en opération depuis 2021. Donc, c'est un peu vers là que nous voulons aller. Ne pas être juste des consommateurs, mais de plus en plus stimuler en tout cas la formation, stimuler l'utilisation de ressources locales qui sont formées localement et qui peuvent servir directement dans le cadre des projets que nous faisons. Avant de passer à la confiance numérique, est-ce que vous pouvez nous dire un mot sur les usages? Comment la CIN travaille à améliorer, renforcer les usages numériques par les citoyens? Parce qu'au final, c'est ce qui compte. Oui, alors, vous avez raison. Même si je dirais que 80% de notre temps, nous faisons des choses qui ne sont pas visibles. Parce que pour arriver à ces résultats-là, c'est beaucoup de projets, c'est beaucoup d'infrastructures, de plateformes que nous mettons en œuvre. Par exemple, pour pouvoir fluidifier les usages, il faut que la donnée circule. Vous savez, aujourd'hui, ça fait déjà 20 ans dans les pays occidentaux où la donnée est au cœur de tout. Déjà, est-ce que vous pouvez expliquer à ceux qui nous suivent, c'est quoi la donnée? De quoi parle-t-on quand on parle de données? Quand on parle de données, en fait, une donnée, finalement, c'est une information. Une information. Je vais dans une administration et je remplis un document, une fiche administrative que je remets au personnel administratif. C'est un document, mais c'est un document qui est physique. Quand on parle dans le monde numérique, souvent ce qu'on va faire, c'est de dématérialiser ce document qui est physique. Donc cette fiche administrative physique, on va venir par exemple la scanner et à partir de ce moment-là, on va passer du monde physique au monde, je dirais, numérique. Et le monde numérique derrière, vous savez, c'est des 0 et des 1. L'informatique, c'est des 0 et des 1, vous savez. Donc, voilà. Donc, la donnée, c'est cela. C'est finalement décomposer dans la plus petite unité possible des éléments qui relèvent de l'ordre physique, quelque part dans l'environnement numérique, de manière la plus simple possible. Et donc, finalement, la donnée, elle est précieuse. Vous voyez aujourd'hui, quand vous allez sur ChatGPT ou les outils d'intelligence artificielle ou d'autres, finalement, quand vous faites des recherches, l'essentiel des réponses sont basées sur quoi? Elles sont basées sur de l'information qui viennent souvent d'ailleurs. Parce qu'on produit peu de données, parce que nos données ne sont pas massivement dématérialisées. D'accord? Donc, nous, notre défi, c'est de mettre en œuvre des projets pour que on ait le maximum de données possibles dématérialisées, donc des données numériques qui sont issues de nos pays, donc africains de manière générale et du Bénin en particulier. C'est ce qui permet de contextualiser finalement les réponses que vous allez avoir. Sinon, les réponses vont être basées finalement sur des données qui viennent d'Asie, des États-Unis. Et qui ne correspondent pas à nos réalités. Exactement. C'est pour ça que l'un des projets donc, que nous faisons, en tout cas qui est en tout cas un des programmes importants,
c'est de dématérialiser justement les archives nationales. Et nous travaillons pour cela avec la direction des archives nationales pour pouvoir dématérialiser. Ça va prendre plus d'une dizaine d'années. Vous imaginez, c'est pas, c'est vraiment un chantier gigantesque en fait. On rattrape quelque part le passé. On vient recruter des profils donc de différents métiers, des archivistes pour trier les documents, pour pouvoir finalement vraiment garder ce qui a vraiment de la valeur, parce qu'il y a tellement de données que nous avons, mais garder l'essentiel et finalement les dématérialiser. Et c'est ce qui va simplifier finalement la vie des administratifs au final. C'est ce qui va faire qu'en quelques clics, on va retrouver une donnée là où on aurait dû aller dans une cave ou je ne sais quel endroit, dépoussiérer et n'être pas sûr de retrouver l'information que nous recherchons. Donc oui, c'est très important pour nous de travailler sur les sujets de dématérialisation, en tout cas des documents, parce que finalement, c'est la mémoire collective et nous mettons énormément une forte priorité là-dessus. Nous avons donc, comme je disais tout à l'heure, des projets de gestion électronique de courrier parce que ce que nous voulons faire, c'est que à partir de maintenant, tout ce que nous faisons de nouveau, que tout de suite nous le fassions dans le monde numérique. Et qu'en parallèle, l'historique que nous avions dans le monde physique, que nous le dématérialisons progressivement. Et avec cela, nous allons pouvoir construire ce qu'on appelle pas des puits de données, je cherche le terme le plus pédagogique possible. Banque de données. Oui, ouais, voilà, on peut appeler ça comme ça, une banque de données. Je cherchais le terme en français, on appelle ça un data lake, d'avoir une banque de données énorme. Et ça, c'est déjà possible. Pourquoi? Parce que nous avons mis en place un data center national, un centre de données. Le Bénin a aujourd'hui un centre de données qui est certifié, qui est vraiment à des niveaux, des standards internationaux et qui nous permettent en tout cas d'y stocker ce qui relève de données, je dirais, un peu sensibles, données critiques. Mais ce n'est que le début. Il nous en faudrait 3, 4, 5, 10 dans les années à venir pour pouvoir vraiment être serein et traiter en tout cas de manière, je dirais, fiable nos informations. Donc, notre challenge, c'est cela. C'est de faire partir finalement de la dynamique mondiale qu'on a aujourd'hui et d'être un pays où la donnée existe, parce que c'est la base de tout. La donnée, c'est la base de tout. Je sais que c'est un sujet qui vous passionne. On pourrait y passer 1 heure. Allons-y alors. Non, nous avons un autre sujet. Nous allons passer maintenant à la cybersécurité. D'accord. Un sujet qui est incontournable quand on parle de digitalisation, de transformation numérique. Et le Bénin ne fait pas exception. On sait que le Bénin a récemment ratifié la Convention de Malabo. Alors, concrètement, comment cette ratification se traduit dans le quotidien de la mission de la CIN? De la CIN. En réalité, il y a 2 conventions que nous avons ratifiées. Il y a la Convention de Budapest, donc qui existait bien avant, donc qui est une convention qui a été initiée, je dirais, en Europe à la base et qui a fédéré vraiment à l'échelle internationale. Et l'Union africaine a estimé qu'il fallait quelque chose de plus spécifique par rapport au continent africain, qui ne traitera pas uniquement la cybersécurité, comme la Convention de Budapest, mais qui traite également des données à caractère personnel. Donc, nous avons 2 grands axes. C'est comment faire pour que les États se dotent d'outils réglementaires que ces pays-là soient alignés d'un point de vue légal et réglementaire. Oui, c'est que le Bénin était déjà en avance, puisque en 2017, nous avons adopté le Code du numérique, Tout à fait. qui, je pense, est au niveau des standards internationaux. Je pense que quand on regarde tout ce qui relève des données à caractère personnel, il y a le règlement général des données à caractère personnel, des données personnelles qui est le RGPD au niveau de l'Europe. On est à peu près au niveau du même standard. Donc, quelque part, en ratifiant la Convention de Malabo, qui est un traité qui existe depuis 2014, mais que chaque pays ratifie au fur et à mesure, parce qu'avant de ratifier un traité, il faut s'assurer des incidences que ça a par rapport à notre socle légal. Donc, il y a tout ce travail qui a été fait. Et donc, le thème exact, c'est de déposer les instruments dont ça a été fait à Addis Abeba l'année dernière et qui nous permet aujourd'hui effectivement de nous assurer que nous sommes globalement en ligne sur les aspects réglementaires, tant sur la cybersécurité que sur les données à caractère personnel. Mais de la même manière, le point central de cette convention, c'est la coopération internationale.
il y a quand même quelque chose qu'il faut remarquer, c'est que cette convention vient criminaliser des actes. Par exemple, les actes de piratage. Jusque-là, c'était pas considéré comme un acte criminel. Aujourd'hui, c'est considéré comme un acte criminel. Quand je fais des transactions pour pouvoir vous voler le contenu de votre portefeuille de monnaie électronique dans votre mobile money, aujourd'hui, c'est considéré comme un acte criminel. Mais ce qui est encore plus important, c'est la coopération internationale, comme je le disais. Cette convention permet d'avoir des points focaux, dont des référents dans tous les pays, donc qui se rencontrent régulièrement, qui partagent de l'information, leurs bonnes pratiques, pour pouvoir faciliter finalement la résolution des problèmes, en tout cas des incidents que nous sommes susceptibles de rencontrer. Parce que finalement, vous savez, quand on parle de cybersécurité, ce n'est plus quelque chose de local. Quand on parle d'une frontière physique, on voit très bien les délimitations de la frontière du Bénin ou la frontière aérienne, c'est très clair. Mais un cyberespace, on dit cyberespace béninois, mais bon, c'est une manière de parler, il n'existe pas vraiment. Il n'y a pas de cyberespace américain ou chinois. Il n'y a qu'un seul cyberespace. Donc en réalité, celui qui est en Corée du Nord ou en Colombie, il peut de là-bas, à partir du moment où il a de l'Internet, il peut venir attaquer vos systèmes qui sont au Bénin ou au fin fond, par exemple, de Baniquara, par exemple. Donc, à partir du moment où vous avez engagé une dynamique de digitalisation, à partir du moment où vous êtes dans le monde Internet, vous n'êtes plus dans un monde isolé. Donc, vous devez coopérer avec des acteurs à l'international pour pouvoir résoudre des problématiques auxquelles nous faisons face, en tout cas tous les jours, pour pouvoir en tout cas accompagner les Béninois et les entreprises béninoises. Très bien. Vous avez parlé de protection et j'aimerais quand même que vous nous expliquiez un peu comment la CIN participe à accompagner les citoyens dans la protection de leurs données. Qu'est-ce qui se fait en matière de sensibilisation tant des citoyens que de l'administration? Je pense que c'est un point assez important. Donc, j'aimerais bien que... Alors, c'est un énorme défi qui est un défi sans fin. Alors déjà, nous avons ce qu'on appelle des politiques. Je vais essayer de ne pas être trop barbare quand on parle des politiques, mais finalement, notre rôle vraiment, c'est de nous assurer qu'il y a des cadres qui sont clairs. Donc, par exemple, nous avons ce qu'on appelle les politiques de sécurité des systèmes d'information. Qu'est-ce que c'est? Alors, ce sont des règles, finalement, édictées, pour s'assurer que si une structure, par exemple, publique, respecte ces règles-là, si ces systèmes d'information sont conçus, sont exploités comme il faut, on vient réduire le risque d'être victime d'attaques informatiques, on vient réduire le risque d'avoir une indisponibilité du système. D'accord. Donc, c'est un cadre, ce sont des règles, et notre rôle également, c'est de nous assurer que toutes ces entités vont être conformes par rapport à ces politiques-là. Donc, on va les auditer, on va les inspecter pour savoir si, par exemple, est-ce qu'il y a des mots de passe pour pouvoir accéder à la plateforme? Est-ce que, par exemple, quand on a une salle où on a des équipements informatiques, est-ce qu'il y a une gestion d'accès, par exemple, biométrique? Donc, tout cela, ce sont des règles. Il y en a peut-être à peu près 128 règles comme ça. On n'est pas conforme à 100% en général, mais l'idée, c'est de progresser au fil du temps. Donc, on a des politiques comme celle-là. On a également une autre politique, par exemple, pour protéger tout ce qui est critique. Alors, critique, par exemple, vous imaginez, on vient d'avoir le centre hospitalier international de Calavi. C'est bourré d'équipements modernes, de dernière génération, avec un gros volet informatique. La mode aujourd'hui, quand on voit les hackers, c'est pas seulement de s'attaquer aux banques, aux assurances, mais ils vont s'attaquer également à des hôpitaux. Des hôpitaux qui peuvent être bloqués parce qu'elles ont été victimes d'une attaque informatique et donc elles sont obligées de payer. Et vous voyez, il y a des vies humaines derrière. Donc en général, elles savent que là, la négociation, elle est beaucoup plus facile. Donc c'est très bien d'investir dans un hôpital de référence comme celui-là, mais il faut que derrière, on soit sûr que ce soit bien sécurisé, bien protégé. Et notre rôle également, c'est d'accompagner, de nous assurer que tout le dispositif qui est mis en place répond à des standards internationaux pour être sûr que cet équipement important là pour l'État béninois sera toujours disponible. Donc, ça, c'est les politiques. Donc, nous avons des politiques, nous assurons de la conformité, nous auditons, ainsi de suite, mais nous avons également des programmes très simples
qui sont accessibles au grand public. Par exemple, il y a la plateforme, par exemple, pare.gouv.bj. Quand vous allez dessus, c'est vraiment tout un programme pour protéger l'enfance en ligne. Donc, vous avez des bonnes pratiques, les parents peuvent y accéder, des adolescents également. Donc, chaque année, nous avons un programme où nous allons vraiment dans les écoles, dans les lycées, surtout le territoire national. Parfois, nous y allons même avec des équipes des policiers, par exemple, qui sont pas là pour réprimer dans ce cas de figure, mais c'est plutôt pour vulgariser, pour expliquer un peu, pour faire la sensibilisation et la vulgarisation. C'est indispensable. C'est vraiment la priorité. Il faut pas croire que c'est uniquement la dame du marché qui ne comprend pas les enjeux. Hein, si ça se trouve, et parfois vous allez avoir, vous pouvez très bien avoir à l'Assemblée nationale des gens qui ne sont pas forcément au même niveau d'information que quelqu'un qui travaille au marché tous les jours. Donc, c'est quelque chose qui concerne tout le monde. Nous avons besoin constamment de sensibiliser, de former, d'expliquer les risques que nous encourons déjà en tant qu'adultes, mais surtout pour les jeunes, pour les enfants, parce que il faut s'assurer que on vient pas toucher finalement à leur personne. Parce qu'on voit aujourd'hui des situations vraiment dramatiques, surtout pour des jeunes femmes qui se laissent embarquer dans des échanges en ligne et qui sont préjudiciables pour leur propre intégrité physique. Donc notre rôle, c'est vraiment d'accompagner cela à travers ce programme Pare. Les opérateurs mobiles, par exemple, nous accompagnent chaque année, les 3 d'ailleurs, et avec d'autres entités publiques, nous allons dans les écoles, dans les lycées et nous accompagnons. Après, évidemment, au niveau du secteur public, nous le faisons régulièrement, chaque semaine. Nous avons des séances. Pour exemple, là, ce matin, il y a des équipes qui sont à la Cour suprême à Porto-Novo, donc de la CIN, pour faire de la vulgarisation aux magistrats de la Cour suprême. Parce que, eux aussi, ils ont des fonctions sensibles. Vous imaginez, ils manipulent tout le temps des informations confidentielles et il suffit qu'ils aient pas les précautions nécessaires et ces informations peuvent se retrouver dans la nature. Donc, notre rôle est vraiment là, c'est d'accompagner l'humain qui est finalement le maillon faible. Technologiquement, nous avons beaucoup de choses. Nous avons des infrastructures sophistiquées, tout ce qu'on veut. Mais si à la fin de la journée, l'humain n'est pas formé, c'est pas la peine. L'analogie que je fais souvent, c'est vous avez une maison avec des clôtures super hautes, mais le portail, il n'est pas fermé, par exemple. Ou vous fermez votre chambre à coucher, c'est très bien. Et puis la clé, vous la laissez devant. C'est la même chose. C'est la même chose. C'est l'analogie avec un mot de passe. Si vous n'avez pas des mots de passe compliqués, qui respectent certaines normes, vous savez, aujourd'hui, en quelques secondes, on peut le déchiffrer. Donc, c'est vraiment l'idée, c'est vraiment d'accompagner et aussi d'aider les gens à savoir en fonction de la sensibilité de l'information comment ils doivent procéder. Parce que toutes les informations ne sont pas au même niveau de sensibilité. C'est pareil dans une maison. L'accès à la cuisine n'est pas le même accès qu'au séjour, c'est pas le même accès qu'à la chambre des parents. Okay. Donc, il faut voir un réseau, en tout cas, un système d'information de la même manière, avec des politiques, des règles, en fait, pour discriminer en fonction de ce que nous voulons faire. Très bien. Avant de finir sur le sujet de la cybersécurité, la CIN a récemment lancé un rapport de vulnérabilité et d'incidents. Récemment, il y a quelques semaines. Qu'est-ce qu'on peut retenir rapidement sur le contenu de ce rapport-là? Oui, alors c'est le premier rapport que nous publions. Et en fait, il reprend finalement ce qu'on a observé comme incident et comme vulnérabilité en 2021-2024. Et ce que nous allons faire maintenant, c'est de publier ce rapport vraiment chaque année. Vous savez, dans tous les pays, en tout cas, je dirais d'un certain niveau, c'est une pratique courante, c'est de mettre à disposition ces informations-là parce que c'est intéressant pour d'autres agences qui opèrent dans la cybersécurité ou des ministères, mais également pour des universités ou des chercheurs ou des passionnés qui ont besoin d'avoir de l'information pour savoir à quel type de vulnérabilité on a été exposé, par exemple. Et souvent, en tout cas, en numéro 1, vous allez retrouver la gestion des mots de passe. Ça paraît basique, mais c'est assez extraordinaire à quel point nous sommes négligents par rapport à ces aspects-là. Donc, on a tout catégorisé, mais ce qu'on a fait surtout, c'est également de voir
les secteurs les plus touchés. Par exemple, on a regardé le secteur de l'eau, de l'industrie, de l'énergie, de la santé, les services publics. Vraiment, on a regardé tous les secteurs économiques et nous avons essayé d'analyser et de répartir ces incidents et ces vulnérabilités. Il y en a un peu moins de 900 sur cette période-là, pour catégoriser et expliquer en fait comment nous en sommes arrivés là, les causes et finalement comment est-ce que nous avons réussi à les résorber. Donc cette information est intéressante et ça rejoint ce que je disais au début là quand je parlais de l'IA par exemple. En mettant à disposition ce rapport, vous permettez finalement à les gens qui vont faire des recherches sur le Bénin ou en tout cas sur le continent, ce ne sont plus seulement des données qui vont venir de, je sais pas, de Corée du Sud ou de l'Afrique du Sud ou des États-Unis. Maintenant, on commence à avoir des données et nous allons continuer dans ce sens-là, collecter des données, les analyser et les mettre à disposition en tout cas du grand public ou de toute entité qui sont intéressées par des données de ce type-là. Alors, quelles sont les grandes batailles qu'il faudra encore, selon vous, qu'il faudra encore mener pour que le numérique devienne un vrai levier de croissance inclusive pour notre pays, le Bénin? Ah, ça c'est... Il faut une baguette magique, n'est-ce pas? Non, je pense que il faut raisonner par étapes. Disons que les 8-10 dernières années, on a fait un travail intéressant, c'est vrai, mais qui ne se voit pas encore d'un point de vue économique. C'est le passage finalement du numérique, la digitalisation, à l'économie numérique. Et l'économie numérique, c'est comment nous faisons pour qu'il y ait plus d'entreprises, des entreprises de services numériques qui se créent. Comment nous faisons pour que ces entreprises puissent recruter, en tout cas de la main-d'œuvre nationale, qu'elles puissent gagner de l'argent, qu'elles puissent faire des marges, des bénéfices, et que, justement, in fine, qu'il y ait moins de personnes qui partent à l'étranger. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de Béninois, en tout cas de jeunes experts, qui partent au Canada, en Belgique, en France. On peut pas les retenir. Mais le seul moyen de retenir, c'est justement qu'il y ait plus d'entreprises au niveau national. Et en fait, ce que nous on voit aujourd'hui, c'est de pouvoir... Et c'est ce qu'on a fait d'ailleurs lors du Cyber Africa Forum. On a initié ce qu'on a appelé le laboratoire d'innovation. C'est notre premier labo qu'on innove, qui a une vocation régionale. Ça nous permet de travailler sur plusieurs axes. Je ne vais pas tous les citer, mais je vais en citer juste 2. Le premier qui va démarrer, c'est autour des langues. C'est un énorme défi aujourd'hui pour nous. Nous avons plein de langues locales, mais bon, nous le parlons. Mais in fine, tous les Béninois ne maîtrisent pas la langue française. Il y a plus de 30-40% des gens qui ne peuvent pas interagir avec le portail national des services publics, par exemple. Donc, ce que nous voulons faire, c'est de pouvoir intégrer pleinement les langues locales. Et nous allons commencer par 2 langues, donc le Dindi, le Fon, qui, on pense que ces 2-là vont couvrir à peu près 70% des Béninois parlent à peu près ces langues-là. C'est de permettre, en tout cas, donc ça passe pas de la collecte de données. On y revient encore. Forcément, mais de données de qualité. Mais collecter, nettoyer ces données-là. Kevin Degila, chez moi, qui est notre expert, en parlera mieux. Mais surtout, il y a ce qu'on appelle annoter ces données. Souvent, les gens ne se rendent pas compte qu'ils enrichissent les grands acteurs internationaux. Par exemple, quand vous faites une recherche toute simple, et à la fin, vous avez le pouce, si vous êtes content ou si vous n'êtes pas content. Quand vous appuyez dessus, vous venez d'annoter. Donc, vous avez contribué à améliorer leur modèle, sans vous en rendre compte. Mais figurez-vous que vous allez en Inde, par exemple, il y a des dizaines de milliers de personnes qui sont payées pour ça, pour annoter. Et c'est là que nous devons aller. Il faudrait que nous arrivions à avoir une communauté, c'est ce que nous voulons faire, peut-être au début de plusieurs centaines de personnes, par exemple en Dindi ou en Fon, qui vont pouvoir annoter. Donc, par exemple, quand on va dire bonjour, Néa Degbon, par exemple, en fonction de l'intonation, si c'est Néa Degbon trop francisé ou Néa Degbon, vous voyez ce que je suis en train de dire, la personne va valider ou mettre le curseur entre 0 et 10, par exemple, pour dire oui, ça reflète. En tout cas, c'est une bonne traduction. Et c'est banal, Ça paraît basique, mais il y a des gens qui pourraient être rémunérés pour ça,
à longueur de journée pour pouvoir annoter des milliers, en tout cas, d'expressions qui sont traduites dans une langue ou qui ont fait l'objet d'une synthèse vocale. Et c'est en faisant ça que nous collectons des données. C'est ce qui va faire que demain, quand vous voyez sur Google, on était tous contents que le fond, aujourd'hui, vous pouvez traduire le français en fond. Mais vous n'avez pas de synthèse vocale. Si vous traduisez le fond, le français en anglais, vous pouvez appuyer synthèse vocale et puis vous l'entendez, n'est-ce pas? Mais pour en arriver là, c'est parce qu'il y a eu un énorme travail de collecte de données, d'annotation, ainsi de suite, pour arriver à faire la synthèse vocale. Donc, on a cet énorme défi-là. Et pour ce faire, il faut des ressources. Et donc, nous allons recruter des jeunes pour cela, donc des stagiaires, mais également des personnes qui sont expertes. Donc, on a lancé déjà le processus. Et on va lancer une grande campagne de collecte de données et d'annotation de données pour pouvoir avancer sur ces questions-là, qui sont des questions, mais qui vont nous prendre, je pense, des années et des années. Donc, ça, c'est vraiment un premier axe pour nous, c'est l'innovation. C'est en innovant qu'on fait des produits. Et quand on fait des produits, demain, on peut les vendre. Moi, j'aimerais que demain, on aille voir Google, on va dire, bon, ne vous prenez pas la tête. Nous, on a fait le travail. Voilà. Ça coûte tant, ou on a un modèle de répartition de revenus. Et donc, vous pouvez intégrer la synthèse vocale qu'on a fait avec des Béninois ici au Bénin. On a travaillé 2-3 ans pour pouvoir le mettre en place. Un autre exemple pour nous, je vais essayer de ne pas être trop long. C'est par exemple, on en parle très peu, c'est l'open source. C'est tout ce qui concerne finalement des outils, des solutions où on n'a pas besoin de payer une licence. D'accord? Nous sommes dans des pays où nous avons des revenus intermédiaires ou moindres et souvent nous achetons des solutions un peu partout à des éditeurs, Microsoft, ainsi de suite, avec des licences qui nous coûtent cher. La question, c'est de savoir, est-ce qu'on ne peut pas s'appuyer massivement sur des solutions open source pour pouvoir justement développer nos propres produits à partir de là et donc réduire les coûts qui sont liés à l'open source. Et ça, c'est un énorme défi. On aimerait, dans les 3-4 ans qui viennent, pouvoir dire que on a développé à partir de solutions open source nos propres produits massivement à partir d'étudiants et d'entreprises de services numériques et que ces produits sont maintenant mis sur le marché et qui peuvent être vendus à des tiers. Et c'est possible. Nous y croyons à la CIN et c'est pour ça d'ailleurs on a encore envoyé des équipes, elles étaient à Bangalore en Inde, qui est vraiment un leader incontestable dans le secteur des services informatiques. Et nous allons travailler dessus dans les semaines, dans les mois qui viennent, massivement, pour que vraiment ce soit encore une filière. Quand vous faites cela, vous pouvez aller par exemple dans des écoles comme l'IFRI à Calavi par exemple, ou bien à l'IMSP de Dangbo, où on a des pépites, et faire travailler vraiment toute une génération sur les sujets liés à l'open source. Parce que c'est l'avenir, en tout cas de mon point de vue. J'ai une dernière question avant de vous laisser partir. Il paraît que vous êtes un meneur d'équipe. Vous êtes une personne exigeante, mais humaine. Est-ce vrai? Humaine, j'espère. Moi, je crois, je dirais pas au management, parce que le management, ça s'apprend dans les livres. Hein. Je crois à l'animation. Je suis plus un animateur, je dirais, d'hommes et de femmes. C'est plus comme ça que je me positionne. Et souvent, je dis à mes équipes que moi, quand j'ai quelqu'un en entretien, déjà au moment du recrutement, et que je sens qu'il a des choses meilleures que moi, je le prends. Je n'ai pas peur de recruter des gens meilleurs que moi. Donc, si ça se trouve, tous mes collaborateurs sont meilleurs que moi, si ça se trouve. Et c'est tant mieux. Parce que c'est ce qui permet de créer une émulation, en fait. Plus il y a d'émulation, plus l'organisation monte. Et quand elle monte, elle pousse. Donc, je crois à ce push-là, en fait. Donc, il faut qu'à chaque niveau, il y ait cette émulation-là, permettre aux équipes de s'exprimer pleinement. Parce que je pense qu'à la CIN, qui est la meilleure agence du pays, probablement, nous avons des talents exceptionnels qui viennent de partout, qui viennent de Niki comme de Montréal, vous voyez un peu. Et ce qui est extraordinaire, on a observé ces derniers... Moi, mon indicateur, c'est que l'année dernière, la CIN a été invitée une 50aine de fois hors du Bénin. On a des équipes qui sont allées aux Philippines, au Japon, en Chine, en Allemagne, aux États-Unis, au Canada, en Afrique du Sud,
Togo à côté, évidemment, au Rwanda. Donc, en fait, aujourd'hui, c'est vraiment extraordinaire. Moi-même, j'étais en Arabie Saoudite l'année dernière. Je vois jamais que je pourrais y aller. Pourquoi on arrive à commencer à avoir ce succès-là? Parce qu'on a des hommes et des femmes qui sont pleinement engagés chaque jour, qui croient vraiment à l'aventure, qui se disent le Bénin peut devenir un leader à l'échelle du continent. Et elles sont motivées par cela. Et nous, en tant que manager, on va dire, ou en tout cas, on essaie de développer un certain leadership au niveau de l'organisation. On essaie de créer les conditions pour libérer les énergies au niveau de la CIN. Et on le fait. Moi, je suis très heureux quand je vois la dernière fois juste 2 collaborateurs de 23 et de 27 ans au Danemark. Sur une scène avec 400-500 personnes en train de présenter une solution développée ici à Cotonou par la CIN en anglais. C'est extraordinaire. C'est des personnes qui ont fait les études au Bénin. Donc, les voir à Copenhague devant 500 personnes dire « nous, on a fait ça, c'est extraordinaire. Et c'est ce que nous voulons, je pense, pour pas seulement la jeunesse, pour le Bénin de manière générale. Ne pas se mettre des limites. En tout cas, essayer de manager avec les portes ouvertes pour que vraiment chacun puisse donner le meilleur de soi-même, ou tout au moins l'impression, c'est important, qu'il peut être le meilleur au monde. Et je pense que c'est ce qu'il faut véhiculer, c'est ce qu'on essaye de faire pour des jeunes femmes ou des jeunes hommes de 20, 22 ans, comme pour des gens déjà confirmés qui ont la trentaine, qui n'ont pas forcément les mêmes aspirations, hein. Donc, on va venir adapter notre manière d'animer. Donc, hein, je veux pas trop utiliser manager, mais en tout cas, d'animer les équipes. Parce qu'en fait, c'est pas moi qui fais le travail. Il faut bien se dire la vérité. On a plus de 270 projets à la CIN. Il faut créer les conditions pour que les gens puissent travailler dans les meilleures conditions possibles et pouvoir s'exprimer, apporter tout leur talent. Et quand on peut les aider à voyager, à aller en immersion, à se former, on le fait pour qu'ils soient meilleurs chaque jour pour eux-mêmes, pour la CIN et j'espère pour le Bénin. Monsieur Marc-André Loco, nous arrivons au terme de cet échange. Nous en avons appris beaucoup plus sur l'Agence des systèmes d'information et du numérique. Et j'espère que nos téléspectateurs, nos éditeurs, ceux qui suivront ce numéro, auront appris beaucoup de choses sur l'Agence des systèmes d'information. Merci Francisca. Et nous vous disons à très bientôt pour notre numéro de Parlez-vous numérique.